Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Parmi la noble salle de ce soir, je voudrais souligner la présence de nombreux animateurs d'Espace pour la vie qui ont séjourné sur le Sedna et qui vont vous accueillir à la fin de la soirée au camp de base. Donc, ils sont tous là, on les voit pas là, mais on sait qu'ils sont là. Bienvenue ce soir. Je me présente, Rachel Légère, je suis la directrice du Biodôme de Montréal. Et j'ai l'immense privilège de vous accueillir en remplacement de Charles-Mathieu Brunel, le directeur d'Espace pour la vie, qui malheureusement s'excuse de ne pouvoir être ici ce soir. Espace pour la vie, comme vous le savez, c'est le jardin botanique, le biodôme, le planétarium Rio Tinto Alcan et l'insectarium. Ces institutions forment un complexe muséal qui s'est donné comme mission de rapprocher l'humain de la nature, en intégrant l'art, la science et les émotions dans tous nos projets et toutes nos activités. Cette mission d'Espace pour la vie est celle d'aider à mieux comprendre la nature, à mieux la vivre, à mieux l'aimer dans le but de mieux la protéger. Comme chacun le sait, les enjeux de préservation de la biodiversité sont énormes. Jean Lemire en est un témoin éloquent. Les grandes conférences d'Espace pour la vie sont des moments de partage d'idées et de discussion avec des personnalités dont le regard sur la nature et sur l'humain porte un éclairage différent sur notre vision du monde. Le regard que porte Jean Lemire depuis plusieurs années sur le monde vivant aura sans doute changé sa vision du monde d'aujourd'hui. On en aura un aperçu ce soir. Mais permettez-moi d'abord de vous parler de notre histoire avec Jean Lemire. Ici, à Espace pour la vie, mais principalement au Biodôme, nous travaillons avec Jean Lemire depuis plus de 20 ans, soit par du prêt d'équipement ou par la collaboration de plusieurs de nos membres du personnel sur ces expéditions sur le Saint-Laurent, à Hawaï, sur le Sedna, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le camp de base de sa mission 1000 jours pour la planète se situe ici même, au Centre sur la biodiversité que vous allez visiter tout à l'heure. Ce sont nos communicateurs scientifiques d'Espace pour la vie qui sont à bord du Sedna. Ils entretiennent depuis le début de la mission 1000 jours pour la planète les liens avec le public. Ils rédigent les carnets de bord que vous avez sans doute déjà lus. Ils répondent aux nombreuses questions du public et des milliers d'écoliers lors des communications en direct entre le Sedna et le camp de base et avec les écoles qui suivent la mission. Jean Lemire est biologiste de formation. Il sillonne les mers de la planète depuis de nombreuses années. C'est un documentariste maintes fois honoré. Il transforme avec ses alliés un ancien chalutier en véritable studio de production cinématographique il y a déjà quelques années. Le célèbre bateau aux voiles bleues, le Sedna 4, devient le porte-étendard des grandes séries documentaires. Il y a eu Mission Arctique en 2002, Mission Baleine en 2004, Mission Antarctique en 2005, qui deviennent l'une des plus grandes expéditions des temps modernes avec 430 jours de navigation, d'isolement, d'aventures parfois très périlleuses pour sensibiliser les populations aux effets des changements climatiques. Depuis 2012, il lance la série 1000 jours pour la planète, un tour du monde sur 3 ans pour documenter l'impact des humains sur la biodiversité. Il dira « Jamais la vie n'a été autant menacée sur la planète ». Aujourd'hui, à la veille de la Journée mondiale de la biodiversité, soulignée chaque année le 22 mai, il plaide pour un grand chantier d'idées afin de créer un nouveau modèle économique qui respecte la vie sous toutes ses formes. Merci à Jean Lemire d'être avec nous ce soir, malgré son horaire tellement chargé. Avant de l'inviter, je vous demanderai de ne pas prendre de photos pendant la conférence et d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. Vous pourrez prendre des photos soit au camp de base, soit à la fin de la conférence. Et maintenant, bienvenue à 1000 jours pour la planète.
there's whales everywhere, everywhere. Merci. Attendez, je n'ai pas commencé encore. Tout d'abord, merci Rachel. Ça fait longtemps que nous, on travaille ensemble pour vous dire toute la vérité. La première fois que j'ai voulu faire un film, je suis allé voir Rachel. J'avais pas un sou. Et c'est le Biodôme qui a payé pour ma première caméra sous-marine. Et on est parti à Hawaï. Puis Evelyne est venue, Evelyne Degg, une grande amie qui travaille ici depuis longtemps aussi. Et on a une complicité comme ça qui s'est établie au fil des ans. Et oui, nous avons surtout le privilège d'avoir des gens de Espace pour la vie qui partagent cette mission 1000 jours pour la planète. Une mission assez particulière puisque je dois vous l'avouer, c'est une mission qui m'a fait évoluer beaucoup. Je suis parti avec une grande dose d'optimisme, conscient qu'il fallait probablement changer la stratégie de communication. Quand on a fait mission Antarctique, mission Arctique, on était beaucoup sur les changements climatiques et je me suis rendu compte qu'on a fait, nous et bien d'autres, un travail assez formidable de conscientisation du public. En même temps, je pense qu'on a dressé un portrait d'une montagne tellement haute à gravir qu'il y a beaucoup de gens qui, après 2006, ont un peu délaissé l'environnement. Et donc, on s'est dit, OK, il faut vraiment rattacher tout le monde, leur montrer la beauté du monde pour que les gens aiment cette nature. Et quand les gens aiment la nature, eh bien, ils ont tendance à vouloir protéger ce qu'ils aiment. Donc, on est parti avec cette idée formidable de dire, montrons juste la beauté, allons chercher les belles histoires, les réussites en environnement. Et le temps a passé et on s'est mis à réaliser une chose d'assez catastrophique, c'est que tous les modèles qui prédisent une perte de biodiversité, une augmentation des changements climatiques, tous ces modèles sont en retard sur la réalité. Et là, on s'est retrouvé vraiment avec une situation vraiment particulière où on n'a pas eu le choix de se mettre à dénoncer. Dénoncer parce que ce qu'on voyait nous touchait beaucoup. Ce qu'on voyait nous choquait beaucoup. Donc, on a un peu changé notre stratégie de communication, je dirais, et je vais essayer de vous amener dans un voyage. Je vais faire une courte intrusion dans la première année que vous avez peut-être vue à la télé pour faire un résumé des océans, et je vais surtout vous amener dans cette deuxième année. Il faut comprendre, je n'ai jamais donné de conférence sur cette mission. On est en montage en ce moment, donc les images que vous allez voir, c'est vraiment complètement exclusif. C'est également des images que normalement on ne montre pas puisqu'elles ne sont pas au stade final. Il n'y a pas eu de colorisation et tout ça. Donc c'est vraiment comme si on était dans ma cuisine, là, puis qu'on était autour de la table. Les océans. Ce qui a été le plus frappant pour moi, c'est de voir l'impact que les humains ont eu au cours des dernières décennies sur les océans. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Quelques chiffres, vous le savez, les grands prédateurs ont disparu de nos océans. 90% des grands prédateurs ont disparu. Et ce que ça a amené, c'est vraiment un bouleversement complet de l'écosystème marin, avec des répercussions qui sont immenses et vraiment un peu partout sur la planète. On a eu le privilège de suivre différents scientifiques. On a eu le privilège, je ne sais pas si c'est un privilège ou en tout cas ça a été toute une aventure, d'aller partager plusieurs journées sur un palangrier, ces bateaux à la longue ligne qui font la pêche, entre autres, aux requins. Et ça a été toute une expérience. D'abord, juste pour vous dire, les membres de l'équipe technique qui étaient avec moi sur le bateau ont refusé de dormir dans leur cabine tellement c'était dégueulasse. Les conditions de vie étaient vraiment épouvantables.
essayez d'imaginer un bateau qui, chaque jour, va ramener entre 100 et 200 requins qui vont être éventrés. Alors, il y a du sang partout. C'était vraiment un choc épouvantable. Et là, on a vraiment réalisé à quel point, à chaque fois que l'homme se met à exploiter une ressource, c'est toujours jusqu'à sa limite. Et la plupart du temps, c'est toujours au-delà de la légalité. Il y a toujours du braconnage, il y a toujours une exploitation qui dépasse les limites. Alors, je vous invite juste à visionner un premier extrait de la première année sur les océans. Alors, comme vous voyez, ça, c'est une scène de nuit. Mais cette biodiversité est menacée. Et si rien n'est fait pour corriger la situation, entre le tiers et la moitié de toutes les espèces vivantes pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Les océans constituent le plus grand écosystème de la Terre. Pourtant, nous exploitons leurs ressources bien au-delà de leur capacité de régénération. Les techniques de pêche qu'on utilise maintenant, ça correspond à la guerre. Une guerre qu'on ferait contre les poissons. On estime que 87% des océans de la planète sont surexploités ou exploités à leur limite par l'industrie de la pêche. La façon dont les pêcheries sont contrôlées ici en pleine mer, c'est un no man's land. Tout le monde prend ce qu'il veut, tout est gratuit. La croissance fulgurante de la pêche industrielle a provoqué une diminution alarmante des stocks de poissons, ce qui menace aujourd'hui la survie même de cette industrie. Si on coupait toutes les subventions aux flottes de pêche, la plupart de ces flottes arrêteraient dès le lendemain. Au cours des dernières décennies, les stocks de grands poissons ont chuté de 90% dans les océans de la planète. Ces grands prédateurs sont essentiels au maintien de l'équilibre vital des écosystèmes marins. Toutes les données indiquent que l'on se dirige vers une crise majeure. Mais l'extinction des espèces est inévitable seulement si on demeure passif et qu'on la regarde à la télévision. 90% des grands prédateurs ont disparu. Et ce qui est, encore une fois, frappant quand vous vivez ces expériences-là, c'est de voir à quel point on est capable, nous, les humains, de prendre des situations et de jouer avec les lois pour les rendre légales. Par exemple, le finning, cette fameuse technique où on coupe les ailerons de requin pour faire la fameuse soupe d'ailerons de requin qui est très populaire en Chine, eh bien, c'est maintenant interdit dans plusieurs pays. Alors, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a créé un nouveau marché. Alors, on s'est dit, ce serait essentiel d'utiliser tout le corps du requin. Alors, on a créé un marché pour la chair de requin. Alors, pas tellement ici au Canada ni aux États-Unis, mais surtout en Europe, quand vous consommez des bâtonnets de poisson, par exemple, c'est du requin, c'est de la chair de requin. Le prix de vente au kilo de la chair de requin, c'est 63 centimes d'euros le kilo. Alors, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a créé un marché qui est un faux marché pour rendre légal le commerce des ailerons de requin. Et là, on a été ensuite à l'île Coco. On a vu, encore une fois, des parcs qui ont été créés et encore une fois, des braconniers partout, toujours en train d'aller à la limite, de rentrer dans les réserves, toujours pour exploiter davantage. Les océans sont à leur limite. On ne peut plus exploiter davantage. Il va falloir trouver des solutions, puisqu'il y a plus d'1 milliard d'humains sur la planète qui dépendent directement des produits de la mer pour leur survie. Et en ce moment, si rien n'est fait, on a travaillé avec un des plus grands chercheurs sur la question et
il nous dit, si le problème de la pêche ne se règle pas en ce début de siècle, à la fin du siècle, il n'y a plus de pêche. C'est terminé. On ne peut pas imaginer une démographie qui explose, comme on la vit en ce moment, sans poissons. Certains diront, oui, mais il y a toujours l'aquaculture, mais en ce moment, on fait fausse route aussi dans ce domaine-là, puisqu'on met beaucoup d'emphase pour la culture de poissons carnivores. Alors, on prend toutes les espèces fourragères pour faire de la moulée, pour nourrir ces espèces-là. Ça ne sera pas une solution non plus. Ça ne va pas très bien et il faut vraiment se questionner sur le traitement qu'on fait aux océans. On a été en Indonésie, par exemple. Ce qu'on a vu là-bas, c'est incroyable. L'Indonésie, c'est le triangle de corail. Les récifs coralliens, c'est une manne extraordinaire pour nourrir nos océans, pour nourrir tous ces poissons. Eh bien, au cours des 25 dernières années, on a pêché beaucoup à la dynamite. Alors, on l'a vu, les gens ont préparé devant nous des bouteilles qu'ils font exploser. Heureusement, c'est une technique qui est en perte de vitesse, celle-là. Mais une des techniques qui est encore très populaire, c'est la pêche au cyanure. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on plonge sur les récifs coralliens, on envoie du cyanure sur les récifs, les poissons deviennent buzzés, je dirais. Ils ne meurent pas complètement, on les recueille comme ça. Et là, c'est pour le nouveau marché, très populaire à Hong Kong, par exemple, et en Chine, du poisson vivant, ce qu'on appelle le poisson de bouche. Alors, on capture ces poissons-là, on les vend, ils sont rapidement envoyés par des intermédiaires dans des pays comme Hong Kong qui, eux, les redistribuent ailleurs. Et ces poissons qui ont été empoisonnés au cyanure, mais qui sont encore vivants, vont rester vivants assez longtemps pour que la nouvelle mode, vous rentrez dans le restaurant, vous choisissez votre poisson et on vous le fait cuire sur mesure comme vous le voulez. Je ne sais pas. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait correct là-dedans, mais bon. En ce moment, 40% des poissons exportés d'Indonésie où on était sont pêchés ainsi, au cyanure. Tout le monde de la pêche, tout le milieu des océans est en train de s'effondrer à la vitesse grand V. Et encore une fois, ça va beaucoup plus vite que ce que les modèles prédisaient. Alors, on a essayé de voir avec les grands spécialistes qu'est-ce que ça allait être demain, vers quoi on s'en va. Je vais vous laisser entendre un des grands spécialistes qui va vous donner une image assez particulière de ce que sera peut-être nos repas de poisson dans très peu de temps. Nos océans, ils ont été patients. Ils ont été patients avec nous. Mais maintenant, cette demande devient de plus en plus invraisemblable. On peut très bien concevoir une pêche artisanale, surtout. Les pêcheurs, ils seraient peu, parce qu'on n'a plus besoin de tant de pêcheurs. Les poissons seraient un produit de luxe. On paierait cher pour un beau poisson qu'on mangerait de façon rituelle, comme une dinde de Noël. Le déclin des stocks de poissons de nos océans est déjà bien avancé. Et si rien n'est fait rapidement pour corriger la situation, les conséquences de cette pénurie pourraient atteindre des proportions inquiétantes. À l'échelle mondiale, près de 1 milliard d'humains dépendent des poissons comme principale source de protéines. Il faudra donc repenser notre relation avec les produits de la mer que nous consommons. Les gens qui travaillent sur les problèmes des changements climatiques, ils le savent. Si on ajoute l'acidification, alors là, c'est l'apocalypse. Tous les pays perdent et
au bout d'une centaine d'années, on n'a plus de pêcherie nulle part. Alors là, je préfère ne pas y penser. Parce que si ce problème ne peut pas être réglé au début du siècle, à la fin du siècle, il n'y a plus de pêche. Évidemment, c'est un problème majeur. Et vous savez, en environnement, c'est rarement un seul problème qui cause tous les... En fait, c'est une multitude de facteurs. Et en ce moment, ce que l'on vit, évidemment, avec le réchauffement climatique, c'est l'acidification des océans. Et ça, évidemment, ça risque de venir affecter encore davantage le sort qu'on réserve à nos océans. Alors, on se dit, bon, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il y a entre 20 et 30 milliards de dollars par année qui sont donnés en subvention à l'industrie de la pêche, un peu partout dans le monde, principalement dans les pays industrialisés. Quand on était aux Açores, par exemple, si vous voulez vous acheter un beau gros bateau de pêche, c'est encore subventionné. Parce que c'est toujours le même principe qu'on parle de pétrole, qu'on parle... À chaque fois qu'on est dans l'exploitation des ressources, c'est toujours le modèle économique qui prend le dessus. Quand vous proposez de créer de l'emploi, on vous écoute et on a rarement une vision à moyen ou à long terme. Alors, souvent, on se dit, mais si on enlève tous ces bateaux de pêche, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces personnes qui vont se retrouver sans emploi? Bien, on aura 30 milliards de dollars au moins pour y réfléchir. C'est déjà pas mal. Parce qu'en ce moment, si on ne se tourne pas vers un modèle d'exploitation de la mer qui est basé sur le développement durable, on court vraiment à la catastrophe. Ça a été pour nous un grand choc. Et donc, on a poussé beaucoup plus loin et on s'est rendu en Indonésie, vraiment dans le triangle de corail, où là, on a vu encore une fois une autre façon de faire qui est extrêmement difficile à accepter. Vous savez, quand vous voyagez beaucoup, quand vous allez faire des films un petit peu partout, c'est important d'arriver avec une ouverture d'esprit. On est donc parti vers un petit village qui s'appelle La Malera, un petit village que je rêvais en fait de visiter depuis longtemps, puisque c'est un des derniers villages qui vit encore directement de la mer en pratiquant la chasse à la baleine traditionnelle. Bien franchement, j'ai travaillé beaucoup dans le Nord avec les Inuits. J'avais pas de problème avec ce concept de chasse traditionnelle. Je l'avais vécu beaucoup avec les Inuits. C'est très contrôlé par la science. Il y a une baleine boréale tous les 2 ans. Les villages se rassemblent. C'est une question de ne pas perdre les traditions. Ça me va. Pas trop de problème avec ça. Donc, je suis arrivé avec cette même ouverture d'esprit. Toute l'équipe est arrivée là et on a été très chanceux. Puisque quand on est arrivé, on nous a annoncé qu'il venait de prendre une baleine, qu'il y avait une baleine sur la plage. Et donc, le lendemain matin, le village allait se rassembler pour la dépecer. Principalement là-bas, on nous avait parlé de cachalots macrocéphales, quand même des bêtes assez imposantes, et les épaulards. Alors, on est arrivé là, tout content, très tôt le matin, et on a vu ce cachalot sur la plage, et à peu près tout le village était là. C'est un village qui fait à peu près 500 personnes. C'est complètement isolé. Vraiment, il y a 17 000 îles en Indonésie. Alors, évidemment, se rendre là, c'était déjà un défi. Et quand on est arrivé là, bon, petit village de 500 personnes, la fête, vraiment la fête. Et on les regarde travailler. Ils dépècent et c'est assez formidable. Tout est utilisé, vraiment, il y a très peu de pertes. Autant la chair, le gras, l'huile de spermacétie. Et donc, on assiste à ça et puis on documente ça. On fait des photos aussi parce que c'est vraiment un grand jour de fête pour eux. On publie quelques photos. Il y en a une, entre autres, qui a été très marquante sur le web. C'est la photo, celle-ci, où vous avez des enfants qui font un château de sable dans une mare de sang. Bon, évidemment, c'est une mare d'eau salée et j'ai eu beaucoup de critiques sur Internet pour avoir publié cette photo, puisque les gens trouvaient ça absolument épouvantable. Mais c'est ce qu'on essaie en même temps de créer quand on fait des films, quand on va dans différentes cultures, c'est ce partage de culture. Donc jusque-là, ça allait pas mal.
On fait une entrevue avec le harponneur principal. Il faut comprendre que leur technique, elle est basée vraiment au harpon, avec des grands bateaux à voile. Et donc, c'est vraiment une technique assez spectaculaire. Et donc, on fait une entrevue avec notre harponneur principal et il nous dit, en fait, il faut comprendre que la saison commence le 1er mai. On est là fin août, début septembre. Et il nous dit que c'est le 25e cachalot qu'il tue cette année. La Manera, sous une exception spéciale des lois internationales, a le droit de faire de la chasse de subsistance. On est rendu à 25 cachalots en à peu près 4 mois de saison, dans leur saison. Ils sont 500. Soyons très conservateurs et disons qu'un cachalot nous donne 10 tonnes environ de viande, de gras, etc. Ça fait 250 tonnes. Ils sont 500. Ceux qui sont dans le vieux système font 500 000 livres de viande, là, pour 500 personnes. Ça se peut pas. Ils n'ont pas de congélateur. Ils n'ont pas de frigo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on se met à enquêter. C'est assez difficile. On sent que notre présence commence à déranger. Et là, on se rend compte qu'évidemment, il n'y a pas juste des cachalots. Il y a des épaulards. Il y a des requins, mais toutes les sortes de requins. Il y a des raies. En fait, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils le prennent. Mais c'est impossible que ce village consomme ça. C'est juste impossible. Et ce qui nous choque davantage, c'est qu'on les accompagne une journée en mer au large. Et là, on n'est plus dans le canot traditionnel avec des voiles et tout ça. On est avec les moteurs hors bord et on part à la chasse aux dauphins. Je vous emmène là-bas. Sepertinya kemarin kita lari dari Wanggoni, itu kita tidak pernah lihat temu. Artinya kita lari ya agak jauh sampai ke sini, baru kita dapat lihat. Itu yang di situ ya saya juga senang. Bisa 3 ekor, 4 ekor satu hari. Satu minggu bisa ya 10 lebih atau 1 minggu. How do they eat that? Is it dry in the sun or? Bagaimana dimasaknya? Dikeringin dulu baru dimasak? Tidak, langsung ada yang kasih kering, ada yang langsung masak. Lemak kuasa. They can try it first, but it's more delicious if you just cook it right away. Évidemment, pour nous, occidentaux, ce sont des images qui sont très, très dures à accepter puisque on a une relation vraiment presque émotive avec les dauphins. Quand on vient dans des endroits comme ici, je pense qu'il faut laisser les jugements de côté, notre regard occidentaux de côté pour réussir à comprendre un peu cette culture-là, mais évidemment, c'est pas facile. Reu-reu tidak takut nanti semakin habis begitu lumba-lumbanya kalau Tidak habis, manusia habis baru lumba-lumbanya habis.
il y en aura jusqu'à la fin des temps. On est souvent confrontés dans nos rencontres à cet argument où on nous dit, dans ce cas-ci, et ce n'est pas une question de type de religion, mais dans ce cas-ci, c'est que on nous dit, si Allah a mis ces animaux-là sur notre route, c'est parce qu'on a le droit de les consommer. Et donc, toute la notion de conservation est extrêmement difficile à essayer de faire passer dans ces pays. C'était pour nous un choc, aussi, je vous dirais, une question de morale presque, parce qu'on était sur place et on ne savait pas trop comment réagir. On filmait, puis en même temps, on se sentait extrêmement mal, puis on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Et ce problème de morale, il s'est amplifié de plus en plus. Ça a été, à un moment donné, je vous avouerai que quand on a compris très bien leur technique, on se mettait, parce qu'on travaillait sur un bateau pneumatique, et on se mettait dans une position supposément pour les filmer, puis c'était juste pour faire peur aux dauphins, pour essayer de les éloigner là, au maximum. Parce que ça a été vraiment dur pour nous. Quand on a vu ça, ça a été vraiment une scène. Et je ne vous ai pas montré le pire, parce qu'il y a une vieille tradition qui veut que pour tuer ces dauphins, quand ils les ramènent près de l'embarcation, ils ont une espèce de grande palette de bois et ils frappent sur le bout du bec du dauphin. Et eux, ils sont convaincus que c'est la meilleure façon de le tuer. Je vous le dis, on a des... évidemment, je ne pourrais même pas mettre ça dans le film trop longtemps. Au bout de 45 coups, le dauphin gigote encore, parce que essayez d'imaginer s'il y a une partie qui est très, très forte au niveau du dauphin, c'est vraiment au niveau des muscles de la mâchoire. Et donc, vous avez cette cruauté vraiment incroyable où eux, parce que c'est la tradition, parce que ça s'est toujours fait comme ça, frappent jusqu'à ce que les muscles de la mâchoire se désengagent, en fait, au niveau des mâchoires. Et donc, alors que ce serait tellement plus simple, tant qu'à être là, de l'achever simplement en travaillant au niveau du cerveau. Bref, extrêmement difficile pour nous. Notre présence commence à déranger vraiment parce qu'on pose de plus en plus de questions. On arrive sur les plages et là, on voit des requins-marteaux, interdiction complète de les pêcher, mais bon, il n'y a pas de règle là-bas. Et cette journée-là, arrive une situation vraiment particulière. Comme vous avez vu, le bateau avance à grande vitesse. Il y a le harponneur. Et ça, quand vous êtes harponneur, vous êtes vraiment la fierté du village. Il y a très peu de harponneurs. Vous êtes harponneur normalement de père en fils. Et c'est à vous que revient cette fameuse motion où vous sautez dans les airs et vous lancez le harpon vers le dauphin ou la baleine ou toute autre espèce. Quand vous faites ça, évidemment, ou bien vous lancez à bâbord ou à tribord, et le pilote, derrière, sur son moteur hors-bord, doit évidemment s'en aller dans la direction inverse. Si vous sautez à bâbord, il doit envoyer le bateau à tribord pour être sûr que vous ne passez pas sur le harponneur qui est dans l'eau. Et cette journée-là, c'est bien ce qui devait arriver arriva. Il s'est lancé à bâbord, le pilote du bateau s'est en allé à bâbord aussi et a heurté le harponneur qui était complètement assommé dans l'eau. Et nous, qui avions un bateau pneumatique très, très puissant, alors qu'eux travaillent, ils sont à peu près 8 dans le bateau, ils ont un petit 15 forces. Alors, on a ramené le harponneur à bord qui était complètement assommé. Alors, on lui donne les premiers soins et on remorque leur embarcation pour s'en aller rapidement vers la côte parce qu'il est complètement sonné. Sur le chemin du retour, alors que je remorque l'embarcation, tout le monde se met à crier. C'est comme si je pense qu'il y a un tsunami qui s'en vient. Non, ils viennent de voir une raie manta. Mais immense, immense raie manta. Animal magnifique. Et là, tout le monde vire fou. Faut qu'on les détache vite, vite, vite. Et ils repartent et ils s'en vont tuer cette raie manta-là. Et ils la montent à bord. Mais je veux dire, c'est énorme raie manta. Ils remontent ça à bord, puis là, on peut repartir. On arrive sur la plage, ils sont très contents, ils ont leur dauphin et ils ont cette fameuse raie manta.
Le lendemain, on prend des nouvelles de notre harponneur. Il est très content. Il se sent très privilégié du fait qu'on l'ait aidé. Et donc, il s'établit quand même une certaine relation de confiance entre nous, ce qui nous permet de pousser notre enquête un petit peu plus loin. Donc, on fait une entrevue avec lui et je lui demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Raymanta? Et il me dit, mais c'est parce que on peut vendre ces branchies 50 $ le kilo. Et là, c'est la première fois, depuis qu'on est là depuis une semaine, qu'il y a une notion de vente de quelque chose. Parce que tout le monde dit, non, c'est notre privilège, on consomme tout, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas possible. Et WWF, la World Wildlife Fund, est là depuis plusieurs années, qui essaie eux aussi de retracer ces espèces de preuves. Et WWF s'est fait mettre dehors du village, et nous, on sent que ça sent bien, mais bon. Et là, il nous dit ça. Et là, je lui dis, toujours par notre interprète, je dis, et là, il y a tous les pêcheurs qui sont là, évidemment, qui écoutent cette entrevue-là, que je suis en train de faire avec le chef harponneur, et je lui dis, peux-tu lui dire que sur le marché, ce n'est pas 50 $ le kilo pour les branchies, c'est 500 $, et qui se fait vraiment avoir. Et là, la gueule des pêcheurs tombe vraiment. Et là, ils réalisent que celui qui leur donne 50 $, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de leur en passer une petite vite. Mais ça fait probablement des années de ça. Et là, il y a une espèce de temps de silence incroyable. Et tout d'un coup, il s'ouvre. Il nous donne le nom de l'intermédiaire. Et là, on connaît toute l'histoire. Il prend tout, les ailerons de requin. Et là, on se rend bien compte, évidemment, que le cachalot, les 500 000 livres, les 250 tonnes, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas conserver ça. Ils n'ont pas les moyens de conservation. Et donc, il y a un système vraiment d'intermédiaire, comme un petit peu partout. Et c'est des gens qui ramassent, payent et revendent à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, comme équipe de tournage, là, je suis pris avec un problème moral. Je sais très bien que ces gens-là, en rendant ça public, peuvent perdre leur statut particulier d'exception internationale pour pêche de subsistance. Mais ce qu'ils font, carrément, c'est de la pêche commerciale. Mais en même temps, j'ai un problème moral, parce qu'on a vécu là pendant une semaine, on sait très bien qu'ils ne sont pas riches. C'est d'autres gens, évidemment, qui font de l'argent. Et c'est toujours cette confrontation, souvent, quand on réussit à rentrer dans les coulisses de nos tournages, dans les cultures profondes, où souvent on est pris avec des problèmes, je dirais, moraux comme ça. Alors, je ne l'ai pas encore trouvé, je ne sais pas comment je vais le présenter dans le film, je ne peux pas ne pas le dénoncer, mais en même temps, je me sens un petit peu mal envers ces gens qui, on s'entend, ne sont pas très, très riches. Mais on est dans un pays, l'Indonésie, extrêmement corrompu. 5e pays le plus corrompu au monde. Les politiciens, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Beaucoup de pots de vin, Durant nos tournages en mer, ça a été pas si mal parce qu'on était très, très isolés. Durant nos tournages à terre, on a eu la police sur les bras tout le temps. Ils nous empêchaient de tourner ou si on voulait tourner, il fallait qu'on participe à leur fonds de pension. C'était assez impressionnant. Quelques bons coups en Indonésie, l'île de Komodo, entre autres, le parc de Komodo. Vous avez sans doute entendu parler des dragons de Komodo. Bêtes fantastiques, presque préhistoriques, 3 mètres de long, 150 kilos, d'une puissance incroyable. Un parc avec une population qui est difficile, évidemment, à déterminer, mais entre 3 000 et 5 000, ça semble assez bien se porter. La problématique ne sera pas tellement la conservation des dragons de Komodo, mais peut-être plus de leur proie, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de braconnage, donc tout ce qui est cerf, buffle, chèvre même, ça, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a une raison pourquoi les dragons de Komodo vont assez bien, c'est qu'il y a une légende, une croyance qui est vraiment très présente dans les villages, où
les dragons de Komodo font partie de la famille des habitants. Et on a été à un petit village, le village de Rinja. On a passé beaucoup de temps là, avec les jeunes, avec les enfants, avec les gens du village, et c'était assez troublant. Ces animaux, qui sont d'une puissance, mais vraiment extraordinaire, selon la légende, ce sont des enfants qui font partie de la famille lointaine. Alors, il y a une mère qui a eu 2 enfants, et il y en a un qui avait plus l'allure d'un dragon, et il s'est sauvé. Et depuis ce temps-là, les gens sont convaincus que l'animal fait partie de la famille. Donc, dans le petit village de Rinja, il y a une cohabitation entre les dragons de Komodo et les gens du village. Ce n'est pas toujours une bonne idée. Je vais vous amener dans une petite maison où j'ai rencontré une famille qui a... vous allez le voir, je ne vous le dirai pas, mais ça a été, je vous dirais, c'est très, très, très complexe parce qu'à Rinja, c'est un dialecte, on avait 2 interprètes. Et donc, souvent, quand il y a beaucoup d'interprètes comme ça, la communication est difficile. Et je vous dirais que ça a été peut-être une des entrevues les plus difficiles à faire, juste à cause du drame de cette histoire. Je vous amène à Rinja. Pergi mandi ke bawah, sudah mandi pulang ke atas. Sampai di rumah kita makan bersama. Dia turun duluan, saya mesti makan. Terus belum sampai di bawah tanah datang buaya sekarang. Dari sini kakinya. Di darah itu sudah terpencar. Itu maka tidak bisa tertolong lagi karena darah terlalu banyak keluar. Buaya aku tidak langsung meredaknya aku kayaknya ada buaya kayak tangan gitu. Nah, aku masih bila dan dia nasab di Bunadoi ya. Terus kadiane sangkutnya lembang. Ukurin sama dia. Benar namanya hati lah, sanggup berang. Nah bisa tu. Jadi jaga kena merangkak. Selesai kejadian itu 3 harinya saya punya anak itu datang sudah petugas pindah itu buaya. Saya rasa tidak, saya punya anak itu rasa itu mungkin dia punya ajal sudah itu di sini. Jadi macam. Il ne pouvait pas en vouloir au dragon puisque c'était le destin de son fils. Alors, c'est ce qui protège beaucoup les dragons de Komodo, c'est cette idée que ces dragons font partie de la famille. Et ça, c'était quand même un autre choc culturel assez impressionnant. Par la suite, on a délaissé le Sedna 4 et on est parti à terre dans ce qui pourrait être qualifié
d'expédition peut-être une des plus difficiles que l'on a fait. On est rentré vraiment dans les terres profondes, Bornéo, Sumatra, en Indonésie toujours, pour essayer d'aller voir l'impact des monocultures sur ce pays. Ça a été quelque chose. On était très, très loin, très profond. On dormait dans des conditions vraiment épouvantables. Juste pour vous donner une idée, là, il y a des camps où on travaillait juste pour se rendre, il fallait faire 12 kilomètres dans la forêt. On avait des espèces de jeeps avec des roues hautes comme ça. Ça nous prenait 4 heures, 4 heures et demie pour faire les 12 kilomètres. C'était vraiment quelque chose. Et on se demandait pourquoi il y avait toujours des poules qui nous accompagnaient. Ben, en fait, c'est parce que ça allait être notre lunch durant les 3 semaines à venir. Et comme il n'y avait pas de frigo et tout ça, on a été malades, mais pas à peu près, là. On avait la salmonelle vraiment bien, ouais, c'est ça. Je n'irai pas dans tous les détails, mais disons que ça allait vite. Ça allait vite. Et donc, dans ces conditions-là, on travaille souvent avec des espèces d'antibiotiques pour l'estomac. Et au bout de 3 jours, d'habitude, on réussit à se remettre un petit peu. Et puis, il y en tue un autre. Puis là, la première journée, ça va parce qu'elle est fraîche, mais comme il n'y a pas de frigo, ben c'est sûr qu'après ça, là, et il n'y a pas vraiment d'autres options. Là. Il y a ça, puis du riz, puis ça. Fait que c'était assez particulier. Mais l'Indonésie, c'est 240 quelques millions de personnes, 17 000 îles. Comme je vous disais, le pays, un des pays les plus corrompus sur la planète. À un moment donné, c'est un pays très pauvre, alors ils se sont dit on va créer une industrie. Ils ont donc donné vraiment des concessions pour la monoculture. Est arrivé les grandes corporations qui fabriquent l'huile de palme et l'arbre à papier. Mais principalement l'huile de palme, c'est vraiment une catastrophe là-bas. Les forêts primaires ont tous été rasées pour la plupart. C'est vraiment quelque chose de très, très difficile à comprendre parce que l'Indonésie, Sumatra, Bornéo, c'est des zones d'une richesse incroyable. Il y a 10 à 15% de toutes les espèces qu'on connaît sur la planète qui vivent là-bas. Et là, on est vraiment dans une situation catastrophique. Il n'y a plus d'habitat. Les forêts primaires, il n'y en a presque plus. Et ce qui est très particulier des endroits comme Bornéo et Sumatra, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de tourbières. Et la tourbière, c'est quelque chose d'essentiel. Vous allez voir que le problème, il n'est pas juste indonésien, le problème, il est global. Pourquoi? Parce que dans les forêts de tourbières, vous avez, évidemment, c'est des puits de carbone extraordinaires. Vous avez, par exemple, vous m'entendez toujours? Oui. Il y a des milliards de tonnes de carbone qui sont enfouies là, et c'est extrêmement important. Quand on fait de la déforestation, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, et c'est dû à la déforestation. Alors, c'est extrêmement important d'y aller mollo sur la coupe d'arbres. Et ce qui arrive en Indonésie, c'est que au lieu de simplement dire on coupe les arbres, on réutilise, les compagnies sont tellement pressées, ils rentrent, entre autres, dans les tourbières, font de grandes rigoles pour drainer toute l'eau et mettent le feu dans les tourbières. Et là, les forêts qui contiennent des orang-outans, des tigres, des éléphants, des rhinocéros, tous ces animaux-là meurent pour la plupart. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible. Vous roulez pendant des heures, là, entre 2 destinations, on a fait 6, 7, 8 heures de route, et tout ce que vous voyez, c'est des palmiers. Et vous vous promenez dans ces forêts, et c'est le silence complet. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Tout est mort, et il y a tout un trafic également. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement troublant d'être sur ce terrain. Et heureusement, il y a des gens qui sont formidables, qui dédient leur vie pour essayer de sauver les dernières espèces.
Vous donner juste une petite idée, là, je vais regarder mes notes. Les tigres, il en reste moins de 400. Dans les orang-outans, on est autour de 6000 qui restent, principalement dans les tourbières, dans une région de Sumatra qui s'appelle le Aceh. Les éléphants, il en reste 2400 environ. Il y a 80% des populations d'éléphants qui sont disparues au cours des 75 dernières années. Rhinocéros de Sumatra, moins de 200. Selon moi, éléphants, rhinocéros, game over. C'est tellement... Ils sont tellement pris dans des endroits où ils n'ont plus d'habitat. Pour vous donner une idée, là, la déforestation, encore aujourd'hui, en Indonésie, c'est l'équivalent de 6 terrains de football à la minute qui disparaissent. Il y a eu beaucoup de pression internationale à un moment donné, parce que l'huile de palme, je veux dire, on peut dire, oui, on boycotte l'huile de palme, mais vous ne réussirez jamais à l'enlever du marché. L'huile de palme, c'est l'huile la moins chère, en fait, sur le marché. Ce n'est pas une très bonne huile pour la santé. Mais si vous regardez, je vous mets au défi, rentrez chez vous là, et essayez de regarder si vous avez de l'huile de palme. C'est sûr que vous en avez. Vous en avez dans le Nutella, vous en avez dans à peu près tout ce qui est alimentaire qui contient une huile. Souvent, elle est identifiée comme huile végétale, mais pour la plupart du temps, c'est de l'huile de palme. Vous en avez dans les cosmétiques, dans les shampoings. Vous en avez partout. On ne réussira pas à éliminer l'huile de palme, mais on peut exiger des compagnies qui aient vraiment une transparence sur leur façon de faire. On peut exiger des compagnies qui arrêtent, qui laissent en paix les forêts primaires pour ce qui reste, du moins. Déjà, il ne reste pas grand-chose. Alors, ils ont passé une réglementation, écoutez, fantastique, devant la pression internationale. Ils ont dit, on va créer un moratoire. Super. Alors, le moratoire a été créé. Ça n'a absolument rien changé. Rien changé. La problématique en Indonésie, souvent, c'est que les lois sont là. Les lois sont là, mais il n'y a personne pour les appliquer sur le terrain. On l'a vu en mer, on l'a vu à terre. Même problème, toujours le même problème. Ça a été pour nous une expérience extrêmement troublante. Par exemple, on est rentré dans un parc qui s'appelle le parc de Tesonilo. Formidable, c'est 84 000 hectares, je pense, un projet formidable, formé pas si longtemps, là, 2004. Ils se sont dit, là, il y a tellement de concessions qui ont été données, il y a tellement plus d'habitat pour les éléphants, on va créer un parc, Tesonilo, et comme ça, il va y avoir une zone où on va pouvoir conserver ces éléphants-là. Nous, on a été dans le parc de Tesonilo, on a passé beaucoup de temps là-bas. 80% du parc est déjà détruit par les braconniers. 80%. Aucune réglementation appliquée sur le terrain. Et là, vous avez des éléphants. Ça a été peut-être une des scènes les plus troublantes pour moi. Vous avez des éléphants qui sont dans le parc. C'est des migrateurs. Alors, ils essaient de suivre une route quelconque. C'est sûr qu'ils vont tomber dans une plantation à un moment donné. C'est certain. Ils n'ont plus de place où aller. 80% du parc a été détruit. Pourquoi? Parce que quand l'industrie de l'huile de palme est arrivée en Indonésie, on nous a dit, on va créer de l'emploi. Hein? Toujours la même histoire. On va créer de l'emploi, on va créer de la richesse. Et il faut créer de la richesse si on veut faire de l'éducation, etc. On va subventionner vos écoles, etc. Vous allez dans les villages où vraiment les compagnies se sont installées, les écoles n'ont pas de livres. Il n'y a aucune augmentation de qualité de vie. Au contraire, il y a eu beaucoup plus de pollution, beaucoup plus de problèmes environnementaux. Et un des grands problèmes, c'est comme on brûle toutes ces forêts-là, eh bien, cette fumée est rendue vraiment une plaie à la santé publique. Singapour, qui est un pays voisin, se plaint à chaque année parce qu'ils sont envahis par la fumée. Nous, quand on s'est posé sur ces îles, on avait l'impression d'être dans un brouillard. Absolument pas. Quand vous débarquez de l'avion, vous vous sentez bien. C'est le feu. Et ces feux sont allumés
par les grandes corporations et aussi par les privés. Parce que les privés, maintenant, disent, nous, on nous a enlevé tout notre territoire, on l'a donné à des étrangers. Ces étrangers qui devaient créer une richesse dont nous ne voyons jamais la couleur. Alors, on va rentrer dans les terrains qui restent, dans les forêts qui restent, et on va, nous aussi, planter des palmiers. La problématique, c'est que les compagnies, peu importe la compagnie, achètent les fruits des palmiers à ces locaux-là. Et donc, les locaux ont une source de revenus, mais en même temps, ils s'en vont dans les parcs. Les éléphants, dans la province de Rio, il y en a moins de 500. C'était la place pour les éléphants. Je vais vous amener sur le terrain, vous allez voir comment c'est hallucinant. Vous avez une plantation, vous avez des éléphants, et ce que les fermiers font, c'est que quand les éléphants rentrent dans les plantations pour protéger leurs arbres, ils envoient plein d'ouvriers avec des feux d'artifice pour les chasser de la plantation. Le bruit, les éléphants, c'est assez sensible au bruit, c'est vraiment la panique. Ils vivent un stress incroyable. Alors, ils partent en courant, ils sortent, ils arrivent où? Dans une autre plantation. Le propriétaire de l'autre plantation envoie une trentaine de gars avec des feux d'artifice et ça recommence. Et je vous jure, c'est un vrai cirque. Ça a été un spectacle, là, on savait tellement plus où donner de la tête, les éléphants non plus. Je vous amène sur le terrain. The challenge here is that to chase the elephant, you need to direct them to a place that is safe. But here, there's almost nowhere they can go. Normally when you come in forest to see wildlife, you like it, calm and quiet, and it's almost unreal. Go here. There's somebody there again. Yeah. Yeah. Again, they're There's trapped. so many noise here. Yeah. We are living in like the war zone. Alors, dès qu'ils sont chassés d'un côté, ils sont renvoyés de l'autre côté et ils se trouvent à rentrer dans une nouvelle plantation. Alors, ça, c'est vraiment deux plantations différentes. Et ça a été comme ça pendant des heures et des heures et des heures. They keep on trying to survive despite this kind of situation. Almost every one of them got different kind of scars in their body because they've been tortured here and there. Slowly. Turn up. Now we are safe.
Il fallait être extrêmement prudent parce que les mâles ont développé une agressivité. Évidemment, ils sont pleins de cicatrices. Alors, il fallait toujours se surveiller parce que ça charge un éléphant. C'était assez particulier. Et là, vous trouvez peut-être ça terrible, mais c'était beaucoup parce qu'on était sur le terrain puis qu'il y avait des caméras et tout ça parce que la plupart du temps, ils ne se battent pas. Quand les éléphants arrivent, ils leur donnent des espèces de gros fruits dans lesquels ils ont mis un poison très, très puissant. Et ça va être la fin, tout simplement. Pays difficile, et c'est pas fini. Les éléphants, c'est un cas. Les orang-outans, ça a vraiment été quelque chose de... Vous en avez sans doute entendu parler. Ce qu'on entend beaucoup parler, c'est ces jeunes orphelins qui sont recueillis dans des orphelinats. Toujours la même problématique. Vous avez les orang-outans vivent particulièrement beaucoup dans les tourbières. Donc, les compagnies arrivent. Ils ont évidemment eu une concession du gouvernement pour aller mettre leur fameuse plantation de palmiers. Ils arrivent dans la tourbière, brûlent le tout, ce qui est complètement illégal en passant. Ils devraient normalement faire une déforestation standard, mais ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus rapide pour eux. Et essayez d'imaginer la valeur même du bois qu'ils laissent sur place. Ça vous donne une idée, là. Et la problématique avec les tourbières, encore une fois, c'est que c'est un puits de carbone. Il y a 10 fois plus de carbone de stocké dans une tourbière que dans un sol de forêt normal. Et donc, quand vous vous mettez à brûler une tourbière, oui, ça brûle, mais c'est très, très long. Ça va brûler très longtemps, ça va faire beaucoup, beaucoup de fumée. Et le principe d'un arbre, c'est très simple, c'est que l'arbre va ramasser du CO2 durant sa vie. Si vous le coupez et que vous le brûlez, évidemment, il va relâcher ce CO2-là. Donc, c'est pour ça que la déforestation est responsable, entre autres, de 20 des émissions de gaz à effet de serre qu'on émet sur la planète. Ce qui arrive, c'est qu'évidemment, ils mettent le feu et ils se promènent, et quand ils voient des orang-outans dans les arbres, ils vont se mettre à les tirer, souvent avec des carabines à plomb. C'est souvent ce qu'on retrouve, puisqu'il y a un orang-outan avec lequel on a travaillé, qui s'appelle Laser, qui a encore 66 plombs dans son corps. Il est aveugle. Et ces animaux sont condamnés, évidemment, aveugles. On ne peut pas les remettre en forêt. Et pourquoi vous voyez tant d'images avec des bébés orang-outans? C'est que la plupart du temps, ils vont tirer la mère. Le bébé est accroché à la mère, au ventre de sa mère. Et quand la mère va tomber, ils vont recueillir l'orang-outan qui va devenir un animal de compagnie. Les orang-outans, les gibbons aussi, c'est des petits singes à la voix fantastique. C'est vraiment... tous ces animaux sont faits animaux de compagnie, si on veut. Et évidemment, ce ne sont pas des animaux qui peuvent vivre en cage très, très longtemps. À un moment donné, ils deviennent adultes et ils ont une puissance incroyable. Mais ce qui est fascinant de voir, c'est jusqu'où la cruauté humaine peut aller. On a vu des orang-outans. On a ramassé un orang-outan dans un centre de recherche avec qui on travaillait, le SOCP. Et eux recueillent des orang-outans qui sont en difficulté sur le terrain, beaucoup de jeunes. Et après une période de quarantaine, une fois qu'ils sont bien en santé, ils les relâchent en nature. Quand on était là, il y a un mâle qui est arrivé, Ria, qui était vraiment mal en point. Il a été battu à coups de bambou. On a retrouvé 17 plombs dans ses radiographies. C'est vraiment... essayez d'imaginer, c'est quand même des animaux qui sont à peu près 6 à 7 fois plus forts qu'un humain. Vous présentez sans anesthésie et être capable de battre un animal à ce point qui est d'une puissance, il faut vraiment, vraiment avoir envie d'être une brute quelque part. Alors, je vous présente un peu le travail de SOCP et de RIA. Wow. So this is the one we got yesterday morning, Yeah, we just got the information from the forestry department.
And then he stayed with us. As he found some big orangutan in the plantation. And the people say the orangutan is just stay in one place and then don't want to moving. And then when try to looking with binocular, he found a lot of wound there. So this is why the forestry department make a decision to take this orangutan going to here. He's got a big scar This here. is a lot of wound on his body. On the head, this is very big wound there, and this is very deep. And then we found a big hole on the here, and then on the right hand, you see, he cannot using. And when we try to palpate, the scapula is come down. So I don't know exactly is this a fracture or just dislocation. So we will make sure with the X-ray. Tampon di dalam yang itu nanti. Six heures et demie sur la table d'opération pour RIA. Vraiment une équipe formidable, SOCP, une équipe dédiée, beaucoup de vétérinaires qui essaient de remettre en condition ces animaux. Et c'est ce qui m'a le plus frappé durant tout notre voyage et ce qui m'a donné le plus d'espoir, en fait, c'est de voir ces groupes, ces individus qui sont des passionnés, des gens formidables qui dédient leur vie pour la sauvegarde de ces espèces. Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là pour nous apprendre aussi comment ça se passe dans certains pays, comme en Indonésie, et de nous rappeler finalement que ces crimes que l'on voit, cet état de la nature, elle est quand même encouragée par notre façon de consommer. S'il y avait moins de demandes d'huile de palme, évidemment, par nos produits, il y aurait moins de forêts qui seraient détruites et il y aurait moins de victimes comme les orang-outans ou les gibbons. Je vous ai parlé des gibbons brièvement. Ce sont de petits singes formidables qui sont territoriaux, qui vivent en forêt. Et donc, il y a évidemment de moins en moins de place pour les gibbons. Et on a fait la rencontre d'un Français qui est maintenant indonésien, qui vit là depuis très longtemps. Son nom, c'est Aurélien Brûlé. Tout le monde l'appelle Chani, qui veut dire gibbon en thaïlandais. Chani, c'est quelqu'un de formidable qui, quand il était tout petit, il allait dans des zoos en France et il a fait une entente avec un directeur de zoo pour pouvoir passer tous ses mercredis après-midi à regarder des gibbons. Et il est vraiment devenu un peu obsédé par les gibbons. Et il s'est dit, moi, je veux aller sur le terrain, je veux dédier ma vie, sauver ces gibbons qui sont en difficulté. Donc, il a passé beaucoup de temps. Il est parti en Thaïlande d'abord, ensuite en Indonésie. Et il vit maintenant là-bas. Et c'est quelqu'un qui a créé 2 réserves. Et on l'a accompagné. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Alors, je vous le présente. Chani, alias Aurélien Brûlé. Pardon. Quand j'ai créé cette réserve à Bornéo, je l'ai faite avec les autorités, avec les populations. C'était le schéma idéal de conservation que j'avais mis en place. Et puis il y a eu les élections. Et puis les mentalités ont changé, les intérêts ont changé, et ils sont en train de couper cette forêt. Donc on dit adieu aux animaux qu'on a arrachés à l'intérieur, aux orang-outans sauvages qui s'y trouvent. Qu'est-ce qui va arriver à ces animaux ? De travail, d'argent, de patrouille. Au jour où je vous parle, cette forêt, elle est en train d'être coupée à blanc. Les orang-outans qui s'y trouvent, les gibbons sont... Pardon. Ça a été pour moi
C'est le point final. Voilà, maintenant, je prends plus de risques. J'achète. Si la loi indonésienne me le permet, j'ai la nationalité indonésienne, je ne vais pas me priver de cet outil. C'est pour ça que même si en termes de conservation, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure option, mais si on veut, de manière la plus sûre possible, sauver la forêt, c'est d'acheter des parcelles de forêt. Créer des zones de conservation privées, je dirais. Ce qui est fantastique, c'est de voir que le travail que vous faites avec les cages, avec la conservation, permet quelque part maintenant d'acheter des parcelles de forêt pour protéger. Et c'est grâce à ces animaux qu'on entend là au fond qui chantent dans leur volière que je protège les sauvages. C'est ça quoi. Je suis venu en Indonésie il y a 15 ans pour ça. Pour voir les gibbons sauvages, protéger les gibbons sauvages. Là, c'est dans la réserve des Calauettes, la forêt qu'on a achetée. C'est ça quoi, le but des Calauettes. Je le touche du bout des doigts. Si on sauve les gibbons, ça veut dire qu'on sauve les arbres. Si on sauve les arbres, on sauve tous les animaux. Donc c'est devenu une priorité, surtout dans un contexte indonésien où la déforestation va si vite. On n'a pas le choix. Il faut être efficace. Et la manière d'être le plus efficace possible, c'est en achetant la forêt. Alors, on s'est rendu pour voir des caméras trappes qu'il installe et on s'est rendu compte évidemment de la richesse de cette forêt. Alors, Shani, lui, il a décidé d'acheter de la forêt. Simplement parce que, comme vous l'avez vu peut-être au début, il avait créé une première réserve, il avait tous les arrangements possibles avec le gouvernement et le gouvernement est arrivé, a donné ça à un concessionnaire et tout a été 11 ans de travail qui a été réduit à néant. Alors maintenant, comme propriétaire, il achète 1 000 € un hectare. Évidemment, ce n'est pas les prix d'ici. C'est possible. Moi, j'ai trouvé en tout cas que c'était une bonne façon de faire. Évidemment, on ne pourra pas acheter toute l'Indonésie. Mais vraiment, le travail de Shani est remarquable. Il est seul avec son équipe d'Indonésiens, son paramoteur. Vous l'avez vu, il se promène. Il est capable de dénoncer plein de trucs illégaux grâce au survol qu'il réussit avec son paramoteur. On ne réussira pas à se débarrasser de l'huile de palme. Mais les pressions, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme citoyens, ici, si loin de tout ça? Les pressions qu'on peut mettre ont une réelle portée. Je vais vous donner 2 exemples. Une victoire toute récente de Greenpeace qui avait lancé une campagne juste après les Olympiques contre Procter & Gamble. Ils ont repris une pub utilisée par Procter & Gamble, mais ils l'ont transformée avec des orang-outans. Et évidemment, Procter & Gamble est une compagnie qui utilise beaucoup d'huile de palme. On sait qu'on ne pourra pas s'en passer de l'huile de palme, mais on peut exiger que l'approvisionnement de ces compagnies-là soit fait dans des conditions de développement durable. Et donc, aucune coupe de forêt primaire, aucune coupe dans les tourbières. Et Greenpeace a annoncé cette semaine que leur campagne avait porté fruit. Et maintenant, Procter & Gamble va s'approvisionner seulement dans des fournisseurs qui ont une technique de développement durable. Tout est relatif, bien sûr. C'est pas encore, on n'est pas ici avec les mêmes notions, mais... Et SOCP, ceux qui s'occupent des orang-outans qu'on a vu avec Ria, qui a passé 6 heures sur la table d'opération, entre autres, a une victoire formidable. Et ça, c'est vraiment peut-être le meilleur message. Ça a pris plusieurs années. Ils se sont mis plusieurs groupes ensemble. Ils ont actionné une compagnie qui avait parti 98 feux de forêt dans une tourbière de la région de Aceh, là où vivent les orang-outans. Et ils ont réussi à faire arrêter cette compagnie-là. Ils sont allés en cours et tout le monde était sûr que ça allait être un feu de paille. Eh bien non, ils ont gagné en cours. Et la compagnie a été condamnée à 30 millions de dollars de dommages et la restauration des tourbières. Impossible, ça n'existe pas, mais ce n'est pas grave. Je pense que le message qui est envoyé là est très puissant pour les autres compagnies qui, normalement, ne suivent juste pas les lois parce qu'il n'y a jamais eu un règlement de la sorte. Donc, c'est avec ces petites victoires
que ces gens qui ont un courage formidable, une détermination et une passion. Pour eux, ces petites victoires sont un baume sur des situations qui sont parfois vraiment difficiles. Yenny sent me a text, we lost the poor guy. So, yeah, didn't make it. But I'm kind of, I'm disappointed because I was a bit optimistic. I thought when we had a good look at him the other day, it looked like he's still pretty strong. He's been enthusiastic about his food. But I think the injuries that he's got inside are much more than what we saw outside. Orangutans get killed almost on a daily basis just for nicking a couple of durian fruits or something like that. It's just bizarre. It's completely out of kilter. Crazy. Sad. But we move on. Try and save the other ones. On a de la visite. C'est Loïc. Est-ce que tu dis bonjour? C'est presque fini, mon petit loup. Alors, évidemment, c'est pour moi très difficile de garder espoir à travers tout ça. Ça a été un voyage difficile. Ça a été plus difficile que je pensais, en fait. Et je reviens ici, et j'ai aussi de la difficulté à trouver un peu d'espoir. On était parti quand même assez longtemps. On a vu les choses évoluer. On a vu ce qui se passait un peu partout à travers le monde. Je reviens ici, on me dit que le pétrole va régler tous nos problèmes, que j'ai l'impression qu'on recule. On me dit qu'on a des problèmes de santé, qu'on a des problèmes économiques et qu'il faut donc créer de la richesse, créer de l'emploi et que le pétrole va nous sortir de tout ça. C'est drôle, hein? Quand je regarde ailleurs et que je regarde comment ça se fait ailleurs et quand on me dit que le modèle qui ne fonctionne pas ailleurs va fonctionner ici, j'ai de la misère. Ça a été... Je vais nous laisser du temps pour qu'on en parle un petit peu plus loin, mais j'ai besoin qu'on me dise qu'on n'est pas complètement à côté de la traque. J'ai besoin... Je me sens très orphelin, autant politique, que j'ai l'impression que... Hey, on a vécu 2005-2006, on est revenu de l'Antarctique, vous vous souvenez comment c'était? C'était formidable. On s'est mis à recycler, à avoir des sacs pour aller faire l'épicerie. On a fermé l'eau du robinet quand on se brossait les dents. Puis là, c'est comme si on avait fait notre part et c'était fini. Hey, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument qu'on trouve une solution. Ça ne marche pas. On s'en va dans un mur. Et on a tendance à dire, ouais, mais le problème, c'est l'huile de palme en Indonésie, c'est la façon dont ils traitent les océans, c'est, hey, eux, ils se battent pour leur survie, sont pauvres comme Crésus, et nous qui sommes riches, on n'est pas capable de faire les petits efforts qu'on a besoin de faire juste pour changer un peu notre façon de faire. Je veux dire, si c'est ça, ça ne fonctionnera pas. On a besoin de se mobiliser et on est capable de le faire. On l'a tellement fait avant. Je comprends que c'est des cycles. 2005-2006, l'environnement était à son top.
Dans les médias, on avait fait une progression de 700%. C'était fantastique. Tout le monde était impliqué. Et là, c'est drôle, hein? Quand l'économie va bien, je sais parce qu'on a une fondation, l'environnement va bien aussi. Là, ceux qui ont de l'argent prennent le change, pitchent ça aux fondations en environnement, il n'y a pas trop de problèmes. Dès que la situation économique va mal, la première chose qui saute, c'est l'environnement. C'est extrêmement dangereux. Et on s'en va vers un mur. Il va falloir qu'on réfléchisse ensemble pour vraiment trouver une solution. Mais selon moi, ça passe certainement pas par le pétrole et la vieille façon de faire. Je vais vous amener sur une île formidable. Une île où on a eu vraiment un privilège exceptionnel. On était la 3e équipe de contemporains, je dirais, à visiter cette île qui s'appelle Hanuta. C'est drôle, eux, ils sont 300. Sur une île, je vais vous le dire, dans toutes les façons possibles, sur une île qui fait une superficie de 37 hectares, ça c'est 91 acres, ou 0,37 km² ou 0,14 000 carrés. OK? Bref, c'est un petit peu petit. Ils sont 300. La densité de population de l'île de Hanuta, c'est l'équivalent du Bangladesh. Complètement isolé. Aucun lien avec l'extérieur. On ne se commande pas une pizza, ça n'arrivera pas. Ils font un peu de culture, évidemment, sur leur terre, et ils ont des récifs coralliens autour de l'île et des techniques de pêche extrêmement évoluées, des nageurs formidables. Et quand ils se rendent compte que dans tel récif, il y a moins de poissons, ils ferment le récif pour 1 an et demi. Quand ils se rendent compte que telle portion de l'île, les légumes ne marchent pas trop fort, font des rotations. Ce qu'on a appris, nous, dans les livres de développement durable et tout ça, eux, ils le pratiquent depuis toujours. Sinon, ils crèvent. C'est sûr, ils sont seuls au monde. On a été là avec un anthropologue, Richard Fenberg, qui est un homme fantastique, qui a été les premiers vraiment à les découvrir, si on veut. Il a passé 1 année là-bas, il parlait la langue. Et après des mois de négociations, on a pu aller partager avec ce peuple. Et c'était important d'avoir un anthropologue parce que je ne voulais pas arriver avec les clichés et tout ça. Et ça a été un moment formidable. Jade était là, entre autres. Les filles pourront vous en parler. Ça a été difficile à décrire. On avait l'impression qu'on était complètement au bout du monde. C'est complètement au bout du monde. Complètement isolé. Il y a un bateau qui y va des fois. 1 fois par année, des fois pas, on ne sait pas trop. C'est l'endroit, curieusement, où j'ai vu les enfants les plus heureux de tout le voyage. Ils n'ont rien. Ils n'ont surtout pas de système monétaire. Ils n'ont rien. Je ne dis pas que c'est un système qui est possible chez nous, mais c'est drôle comment, quand le respect est installé, le respect sous toutes les formes de vie, ça fonctionne bien. Ils ont un système qui s'appelle l'AROPA, c'est basé sur le partage des valeurs. Donc, vous faites un jardin, vous manquez de quelque chose, les autres vont partager avec vous. Ça a vraiment été une expérience vraiment, vraiment très touchante. Et à la fin de notre voyage, complètement à la fin, ils ont plein de traditions, plein de coutumes. Et il y a une tradition qui est formidable, c'est la cérémonie de départ. Et les enfants et les femmes se placent devant vous, les hommes derrière, et tout le monde se met à pleurer votre départ. Ils sont 300. Au début, tu te dis, bon, on va vivre ça, là. Tu sais, c'est comme... Ça a été tellement libérateur, là, parce que si ça durait 2 minutes, c'est pas mal. Ça dure 45 minutes. Et à un moment donné, ils viennent c'est tellement sincère et profond, ça pleure tellement, et on a créé des liens d'amitié tellement forts qu'évidemment, nous aussi, on s'est mis à pleurer.
Et c'était un soulagement à la fin de tout ça quand on a quitté, parce que c'est comme si on faisait sortir le méchant avant de partir. Ça a été vraiment, vraiment un truc formidable. Alors, je vous amène sur cette petite île de Hanuta, dans ce moment vraiment privilégié. There's always a feeling that this could be my last time. It's so hard to get to that you never know if you're going to be able to come back. And because of all of that, it's always an overwhelming emotional experience to arrive and then again to leave. C'est très difficile de mettre des mots, mais parce que c'est vraiment quelque chose de très émotif. Je suis encore un peu bouleversé. Je pense que c'est le mot le plus... dès qu'on a commencé à s'avancer vers les gens, dès qu'ils ont commencé à chanter, il y avait vraiment... on dirait que toutes les barrières que tu as sont parties, puis il y avait quelque chose d'une expérience. Et je me suis dit, ben, on va le vivre à fond. Et je me suis mis à pleurer. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on dit qu'on est privilégié d'être ici, mais je me suis vraiment senti privilégié. Vraiment. Merci.